Scène politique, médiatique et culturelle, c'est cette page de l'histoire de France. Maintenant, on peut discuter sur la question de l'enrôlement au début du film ou sur la fin du film. Il y a des séquences historiques qui sont discutables, évidemment, ou certains anachronismes, comme par exemple l'utilisation du mot pied noir, qui n'existait pas, évidemment, dans les années 44. Donc on peut discuter sur tel ou tel détail, mais globalement, c'est le mérite essentiel du film, c'est de nous faire revisiter, revoir, découvrir ce qu'a été cette page de l'histoire française et de l'armée française. Pierre Lang, ça correspond à une certaine réalité aussi pour vous ? Oui, moi j'ai aimé ce film, mais en fait, au-delà de ce film, ce que j'aime, c'est que la réaction qu'il provoque. Je crois que les Français ne savent pas ce qu'ont fait les indigènes pendant la guerre, et ce film le montre bien. Alors certes, pour les militaires que nous sommes ou que nous avons été, il y a quelques aspects parfois désagréables, mais pas forcément irréels. Et j'espère que ce film provoquera un déclic et que ce dont nous allons parler un peu plus tard, c'est-à-dire les pensions, eh bien, seront revalorisées à leur juste niveau. Daniel Lefebvre, il n'y a pas de pathos dans ce film, il n'y a pas d'excès de repentance. Non, c'est un film de reconnaissance et je crois que c'est un film qui est utile de ce point de vue. Effectivement, je partage l'avis général. Il faut rendre à ces combattants qui ont été, comme disait le général de Gaulle, l'épée de la France, la place qu'ils méritent dans la mémoire, et il faut aussi assurer une reconnaissance matérielle à ces combattants. Donc je crois que c'est un film qui vient à point nommé pour rappeler ce rôle essentiel des soldats d'Afrique, de tous les soldats d'Afrique. Et du coup, on pourra effectivement discuter sur quelques oublis ou quelques erreurs historiques, mais je crois que c'est d'abord un film qui a un sens civique et de ce point de vue, il faut le saluer. Le film souligne l'absence de promotion chez ces indigènes. Colonel Maurice Rive, vous qui y étiez, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'ils ne progressaient jamais en grade ? Non, quand même pas. Non, je ne crois pas. Dans ce film, il y a deux faits d'armes authentiques. Premièrement, en Italie, c'est un sous-lieutenant du 4e tirailleur tunisien qui arbore le drapeau sur un piton. Et il s'écroule en criant « Vive la France ». Et le deuxième fait authentique, c'est une compagnie du même régiment de tirailleurs tunisiens qui prend un bourg alsacien et qui s'y maintient. D'ailleurs, le premier soldat français qui a traversé le Rhin est un adjudant tunisien. Benjamin Stora, comment est-ce qu'on explique cette mobilisation de ces indigènes, toujours entre guillemets, pour la patrie, alors que, évidemment, vu avec notre regard actuel, ça semble un petit peu bizarre. Il y avait cette adhésion à l'époque vraiment pour la France, pour aller libérer la France ? Là aussi, il faut nuancer, bien entendu. Il y a une tradition d'enrôlement dans l'armée française qui s'est installée dans les anciennes colonies en 1940. Incontestablement, cette participation à l'armée française, l'armée d'Afrique, l'armée coloniale, est une tradition qui s'est installée notamment dans les campagnes, aussi pour faire vivre sa famille, pour faire subsister sa famille. Puis il y a une tradition de fraternité des armes qui s'est installée, notamment après la Première Guerre mondiale. Donc il y a par conséquent effectivement un rapport à la France qui est très important. Mais, bien entendu, il y a aussi, ce que montre assez peu le film, le problème des enrôlements forcés. Il y a eu effectivement des enrôlements forcés qui ont provoqué des révoltes, par exemple dans la Première Guerre mondiale, en 1916 dans les Aurès. C'est pas un secret historique que de le dire. Et puis il y avait aussi, bien entendu, des promesses qui étaient faites à ces soldats indigènes, notamment sur le problème de la reconnaissance citoyenne, qui n'ont pas toutes ces promesses été tenues après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a tout un ensemble qui se mélange et qui installe effectivement une tradition dans le rapport à la France, où la France apparaît effectivement comme une grande puissance. Alors je dis cela parce que, dans le fond, cette Seconde Guerre mondiale, et ce film le montre bien, c'est la dernière manifestation consensuelle d'appartenance à l'Empire français. Parce qu'après 1945, attention, après 1945, c'est la décolonisation, c'est l'apparition des grands mouvements nationalistes, les massacres de Sétif, la question de Madagascar, on n'est plus dans la même séquence historique. Mais jusqu'en 1945, il y a incontestablement cette croyance qui est enracinée de cet empire qui a servi la France, qui est une sorte de réservoir en hommes pour sauver la France, et il y a ce sentiment qui est installé. Après 1945, les choses sont beaucoup moins consensuelles, beaucoup plus compliquées pour ce qui concerne la décolonisation en particulier. À quoi est dû ce basculement, Daniel Lefebvre, en 1945 ? Évidemment, à la poussée du mouvement nationaliste dans l'ensemble des territoires, en particulier d'Afrique du Nord. Et vous pensez que c'est lié à cette absence de reconnaissance pour les tirailleurs pendant la guerre mondiale ou pas ? Alors ça, c'est le problème de la reconnaissance, aussi bien symbolique que matérielle, se pose dans des termes différents, parce que à partir de 1943, par exemple, toutes les responsables de la politique coloniale française
en particulier les gouverneurs généraux de l'Algérie, plaident en permanence pour l'alignement à la fois des soldes, des pensions, mais également de l'accès au grade. Et les freins viennent essentiellement du ministère des Finances, parce qu'évidemment le coût serait considérable. En Algérie, en 1946, il y a 550 000 anciens combattants algériens musulmans, donc indigènes. Et de ce point de vue, on voit bien que les freins sont d'abord financiers. Ça veut dire que dès 1946, les pensions ne sont pas au même niveau. Elles sont les soldes sont mises au même niveau en 1946 et les pensions sont, je parle sous le contrôle, mises à niveau à partir de 1948. Mais jusque-là, elles ne l'étaient pas. Elles sont donc à niveau pendant cette séquence. N'oublions pas que depuis 1946, tous les ressortissants de l'Union française sont des citoyens et qu'on ne peut plus les considérer différemment. Et ensuite, l'écart se creuse à partir de la loi de cristallisation de décembre 58 pour l'Indochine, qui est étendue ensuite aux différents territoires au fur et à mesure de leur indépendance. Alors, il faut bien expliquer ce que c'est cette fameuse loi de cristallisation, Pierre Lang. Eh bien, la cristallisation, en fait, c'est deux choses. C'est la cristallisation proprement dite, c'est-à-dire qu'on a gelé le niveau des pensions et des retraites à celui de 1959 ou, plus tard, à la date de l'indépendance. Et depuis, aucune évolution n'a eu lieu. Si bien qu'aujourd'hui, les tirailleurs touchent en gros... Pardon, je dis les tirailleurs, mais les spahis, les goumiers, c'est un nom un peu générique. Ils touchent en gros 26% de ce que touche un Français. Donc ça, c'est la cristallisation. La deuxième chose qu'il y a eu, c'est la forclusion. C'est-à-dire qu'on a empêché tout nouveau cas qui pourtant était avéré d'être pris en considération par l'administration. Et, pour prendre un exemple précis, lorsque l'ancien militaire avait une pension militaire d'invalidité suite à une blessure, on n'a pas tenu compte de l'évolution de sa santé suite à ce que les gens avaient provoqué d'outrages supplémentaires par rapport à la blessure initiale. Donc, cristallisation et forclusion, voilà deux mots un peu barbares, mais qui résument bien la situation. Restons sur la cristallisation. Benjamin Stora, il faut expliquer, donc en 59, tout simplement, le gouvernement français ne veut pas donner de l'argent à des gens qui ne sont plus français, qui ont choisi l'indépendance. C'est ça la démarche à l'époque. C'est l'état d'esprit dominant à l'époque, évidemment, puisqu'il y a séparation. Donc il y a passage à l'indépendance, donc quelque part... Ça semble légitime quand on y repense aujourd'hui. Surtout qu'on peut imaginer que certains se battaient contre la France, non ? C'est-à-dire que non, c'est pas si légitime que ça, dans la mesure où d'abord... C'est la question que je vous pose, évidemment. Bien entendu, mais beaucoup d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie n'ont pas tous retourné leurs armes contre la France. Loin s'en faut, loin s'en faut. Beaucoup ont continué, disons, cette tradition d'appartenance à l'armée française, y compris pendant la guerre d'Algérie. Donc ce serait une erreur de croire que la totalité des gens se sont séparés brutalement de la France, etc. Donc... il y a là un manque, disons, de reconnaissance, on a employé le terme de reconnaissance, qui est là incontestable, qui est manifeste. Je pense en particulier aux gens marocains, soldats marocains ou tirailleurs algériens, etc., qui, en 1956, quand leur pays est devenu indépendant, n'avaient pas le sentiment d'une séparation volontaire, absolue et définitive d'avec l'histoire française. Parce que c'est pas simplement l'histoire coloniale, là. Il s'agit de l'histoire française, tout court. C'est-à-dire de la libération de la France. Mais ils étaient quand même favorables à l'indépendance. Oui, bien sûr, mais le fait d'être favorable à l'indépendance pour une grande majorité des anciens colonisés, il faut le dire aussi, ça c'est évident, ne signifiait pas pour autant l'abandon de la reconnaissance du sang versé à un moment donné de leur histoire, c'est-à-dire dans les années 40. Maurice Rive. Oui, en somme, la cristallisation a commencé en 1955 avec les Vietnamiens, que nous avons liquidés très très rapidement. Et il ne faut pas oublier que dans le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient, il y avait plus d'Indochinois que de Français. Et alors, eux ont été rejetés, ont été libérés dans des conditions très indignes. Très douloureuse. Vous situez le débat de la cristallisation, et vous n'avez pas tort sur le plan financier. Mais il y a quand même un autre débat. C'est qu'en privant les gens de cette reconnaissance financière, on les privait tout simplement de reconnaissance et donc de la dignité d'anciens combattants. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas reconnaître à 20%
les actions menées par quelqu'un. Moi, quand je reconnais oui ou je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas à 20%. Daniel Lefebvre, est-ce que la France a trahi ceux qui se sont battus pour elle? Je partage tout à fait ce point de vue. Simplement, ce que je veux dire, c'est que cette remise en cause, enfin cette cristallisation, participe d'une remise en cause générale de la retraite des anciens combattants, qui est liée à des soucis d'économie bout de chandelle, avec la mise en place du plan RUEF, puisque dans les ordonnances du 30 décembre 1958, c'est toutes les pensions d'anciens combattants, y compris de Français, qui sont remis en cause et qui sont réinstaurés ensuite progressivement. Donc je crois que le point de départ a véritablement été financier, mais les effets sont absolument catastrophiques, je suis d'accord avec vous mon général. Alors, est-ce que la France a été médiocre avec ses combattants? Indiscutablement. Elle l'a été sur le plan financier, elle l'a été sur le plan symbolique, et je crois qu'il faut rendre à ces soldats la place qu'ils méritent dans l'histoire de la libération de notre pays. Vous avez parlé d'argent, c'est encore aujourd'hui au cœur du problème. On en parle dans la seconde partie de cette émission, juste après le journal. À tout de suite. Question d'actu, seconde partie, toujours à l'occasion de la sortie du film Indigène. La France est-elle indigne des indigènes? C'est la question du jour, avec toujours Benjamin Stora, dont on signale à nouveau le dernier livre, Juifs d'Algérie, Les Trois Exils, chez Stock. Également sur ce plateau, Daniel Lefebvre, auteur lui de Pour en finir avec la repentance coloniale, chez Flammarion. Également avec nous, Pierre Lang et Maurice Rive. On continue à parler donc de l'attitude de la France vis-à-vis de ces tirailleurs lors de la Seconde Guerre mondiale. Longtemps, ils ont été les grands oubliés de l'histoire, jusqu'en 2004, où il y a tout de même eu une reconnaissance sur le plan symbolique assez forte. C'était lors des commémorations du débarquement sur le porte-avions Charles de Gaulle, le discours de Jacques Chirac. On écoute. Voici 60 ans, au prix de sacrifices immenses, les forces de la liberté poursuivaient leur assaut pour briser la machine de mort et de haine qui, au mépris des valeurs essentielles de l'humanité, avait entrepris d'asservir l'Europe. La France n'oubliera jamais le sang versé par vos enfants pour sa liberté. Goumier, Tabor, Spahis, tirailleurs, Zouaves, leurs noms résonnent pour toujours avec éclat. Tous se sont magnifiquement illustrés dans les combats de notre libération. Ils paieront un très lourd tribut à la victoire. Les fils de vos nations ont associé leur nom à la légende militaire de la France. Ils ont à jamais mêlé leur sang au nôtre. Maurice Rive, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ça? C'était fort ou pas? C'était important ou pas? Oui, c'était important, mais alors, mes camarades africains ont dit qu'il y avait très peu de spectateurs venus d'Afrique qui avaient été admis sur le porte-avions. Et ils ont été assez humiliés. Une humiliation de plus, alors? Oui. La deuxième question, c'est que depuis 10 ans, pour le 8 mai, et le 11 novembre, avant, il venait des détachements d'anciens combattants à Paris. Par mesure d'économie, cette mesure a été rapportée. Et ça, ils le ressentent douloureusement. Personnellement, il y a une dizaine d'années, j'ai descendu les Champs-Élysées avec eux, en boubou et en djellaba. Ils étaient embrassés par les spectateurs et tout. Et ça leur manque. Il faudrait le rétablir très vite. Pierre Lang, on voit bien qu'il y a encore du chemin à faire quand on entend ce que nous raconte Maurice Rive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est donc passé ces derniers jours? On a entendu que Jacques Chirac avait l'intention d'aligner ces fameuses pensions. Après avoir vu le film, on a vu la photo à peu près partout, on va la revoir peut-être. Voilà, cet éclat de rire avec Jamel Debbouze aux côtés de Bernadette Chirac. Et donc en sortant avec Bernadette Chirac, il aurait décidé d'aligner tout ça. Alors est-ce qu'on va arriver à une égalité totale ou pas? Ah, c'est une bonne question. Je ne suis pas en mesure de répondre, bien évidemment. Je le souhaite de tout mon cœur, car ce serait enfin la reconnaissance due à nos tirailleurs. Maintenant, il y a des questions budgétaires qui m'échappent totalement et la mesure, quand même, n'est pas neutre. Mais il faut bien reconnaître que depuis 45 ans, on n'a pas fait grand-chose. Certes, M. Mekachera, sous le gouvernement Raffarin, en 2002, 2003, voire 2004, a pris un certain nombre de mesures pour assurer la parité du pouvoir d'achat. Mais la parité du pouvoir d'achat, c'est pas ce que souhaitent, bien évidemment, nos camarades tirailleurs. Ils souhaitent la parité nominale. Alors, y arrivera-t-on? Précisez ça, la parité du pouvoir d'achat, ça veut dire, en gros, si on compare les deux coûts de la vie, l'ONU,
la Banque mondiale publie des indices relatifs au niveau de vie dans chacun des pays. Ces indices sont comparés au niveau de vie en France et on en tire un coefficient. Ce coefficient est de l'ordre de 30% à peu près. Donc on verse à nos anciens tirailleurs 30% de ce que touche un tirailleur français, un ancien combattant français. Et corrigez-moi si je me trompe, on leur dit si vous voulez toucher la totalité, il faut venir habiter en France. Alors, non, parce qu'en principe, ils doivent résider en France depuis 1963 sans interruption. Bien. Il y a aussi des choses qui ne vont pas. Il faut savoir que un indigène, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, loin de là, qui aurait travaillé pendant 15 ans dans une entreprise française touche sa pension de retraite intégrale. Celui qui a fait 15 ans dans l'armée française touche sa pension cristallisée. Expliquez-moi pourquoi les risques pris n'étaient pas les mêmes, même si je respecte infiniment le travail de ceux qui ont travaillé dans des entreprises civiles. Donc c'est tous ces différences qui ne vont pas et qu'il faut corriger pour rendre encore une fois leur dignité à nos anciens camarades. Précisons les choses, réponse claire et courte. Il n'est pas question de rattrapage sur les 45 années perdues. C'est pas possible. En droit français, il n'y a qu'un rattrapage sur 4 ans. C'est ce qu'on appelle la prescription quadriennale. Donc au pire, au mieux plutôt, on rattrapera sur 4 ans. Maurice Rive, allez-y. Parce que vous comprenez, cette retraite du combattant, que 80 000 d'entre eux touchent, c'est leur seul lien maintenant avec la France. Tous les 6 mois, ils vont à l'ambassade de France, à la pairie, avec leur boubou, leur médaille et tout, et ils sont fiers devant les populations. Alors, quand ils sont à la portion congrue, ça les vexe, ça les humilie. D'ailleurs, à Dakar, on parle en ce moment de l'amère patrie, l'amertume, et non l'amère patrie, la vraie mère nourricière. Est-ce que Benjamin Stora, on n'est pas tout simplement en train d'attendre, pour dire les choses crûment et clairement, qu'un maximum de ces anciens combattants meurent pour solder les comptes ? C'est malheureusement le calcul, apparemment, qui a été fait depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire la disparition progressive des membres de cette génération, de ces combattants du feu. Et on a attendu, et ce film d'ailleurs, puisque pour en revenir, disons, à ce film, a permis de bousculer et de remettre en pleine lumière ce qu'a été effectivement leur sort, leur combat et leurs revendications d'aujourd'hui. Mais effectivement, je crois qu'il y avait ce calcul qui était l'ordre du jour. Or, il faut savoir que on a beaucoup parlé effectivement du sang versé, on a beaucoup parlé de leur participation, etc. Mais il n'est pas possible, disons, d'avoir aujourd'hui ce type de calcul, d'arrière-pensée, alors que précisément aujourd'hui, il y a beaucoup de ces hommes, comme il a été dit, qui regardent vers la France, qui espèrent. On parle aujourd'hui de coopération, on parle aujourd'hui de circulation d'une rive à l'autre de la Méditerranée, on parle aujourd'hui de co-développement, mais là, c'est un geste simple, c'est un geste évident, c'est un geste humanitaire qui n'est pas accompli. Alors comment voulez-vous qu'à partir de là, ceux qui appartiennent aux jeunes générations des pays en question, du Sénégal ou du Maroc, puissent avoir confiance dans ce qu'on appelle la stratégie du co-développement ? On parle aussi beaucoup de repentance en ce moment, Daniel Lefebvre. Est-ce que l'excès de repentance dont vous parlez dans votre livre a une part dans ce dossier-là, d'après vous, ou pas ? L'excès de repentance, je vois pas d'excès de repentance dans le film déjà. Et pour compléter ce que disait Benjamin Stora, je crois que ce film s'adresse évidemment aux populations des pays d'Afrique ou d'Afrique du Nord, mais aussi à toute une partie de la jeunesse française ou qui vit en France et dont les grands-pères ont été ou ont pu être des soldats. Et je crois qu'il est tout à fait légitime que ces enfants, ces jeunes Français, sachent et soient fiers de ce que leurs parents, grands-parents ont fait pour la libération de la France, sachent que leurs parents aussi, ou leurs grands-parents aussi ont participé à cette bataille. Alors l'excès de repentance, je le vois pas dans ce film, je le vois ailleurs, effectivement, et je le vois notamment dans toute une série d'ouvrages qui cherchent à faire de la colonisation française, d'abord l'origine du nazisme, au fond, avec les massacres qui auraient été perpétrés pendant la période de conquête, les génocides. Bouteflika, le président algérien, a parlé à plusieurs reprises des génocides que la France aurait infligés à l'Algérie. Je le vois également dans toutes les travaux où l'on dit qu'au fond, les camps de concentration retrouveraient l'origine dans la colonisation. Donc, alors restons sur le phénomène lié aux indigènes et au film. Vous avez fait les comptes, vous, du nombre de morts il n'y a pas très longtemps. Ce sont les chiffres qui ont été publiés par l'Express et ce sont des chiffres d'ailleurs qui ont été repris ce week-end par Jean-Marie Le Pen lors d'une émission. Écoutez.
J'ai quelques chiffres là. Il y a eu, à la Deuxième Guerre mondiale, 250 000 Français musulmans, 12 000 tués, 100 000 noirs, 4 500 tués, 176 000 pieds noirs, 14 000 tués. 700 000 métropolitains, 40 000 tués. Donc vous ne faites pas de distinction entre l'origine de ces combattants? Non, bien sûr que non. Mais dans l'armée, il n'y avait jamais eu aucun racisme. On a toujours considéré ces combattants comme des frères d'armes. Oui, avec la différence que très souvent on les envoyait en première ligne. Hein. Non, mais c'est totalement faux. Les pourcentages de pertes sont moins importants pour les Français musulmans et de l'Afrique que pour les pieds noirs et les métropolitains. C'est pas exact de dire ça. Maurice Rive, ces combattants étaient plus souvent en première ligne que les autres ou pas? Oui. Je pense. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que j'étais au Maroc, j'étais en Afrique noire, j'étais au Vietnam ces derniers temps. Je n'ai jamais entendu une mauvaise parole ou une accusation envers la France de la part de ces anciens combattants. Sur ce plan-là? Oui, tous sont fiers d'avoir servi sous le drapeau français. Et pourtant, ils ont été pas bien traités. Alors Daniel Lefebvre, ce sont donc vos chiffres que cite Jean-Marie Le Pen. Écoutez, c'est pas parce que Jean-Marie Le Pen les cite qu'ils sont nécessairement faux. Absolument, et c'est pour ça qu'on l'a montré. La question qui se pose, c'est est-ce que... Sans sous-entendu, il n'y a pas de problème. Est-ce que ces soldats ont servi de chair à canon? Ce débat se pose pour la Seconde Guerre mondiale comme il s'est posé pour la Première Guerre mondiale. Alors, les chiffres que j'ai trouvés sont des chiffres qui ont été produits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les services officiels de l'armée pour justement essayer de mesurer, au fond, le nombre d'ayants droit de ces victimes de guerre. Alors, 233 000 Algériens, musulmans, Marocains et Tunisiens ont été mobilisés, 5% de pertes, 12 000 morts, 100 000 d'Afrique noire, autour de 4 500, 176 000 Français d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, 14 000 morts. Alors, deux choses sur ces chiffres. Non, il faut quand même. Premièrement, il faut préciser que on peut s'interroger quand même sur le fait que tous les indigènes ont été comptabilisés, si tous les corps ont été rapatriés. Premièrement, ces chiffres ne sont pas évidemment coulés dans le bronze, ce sont très probablement des estimations qu'il faut peut-être corriger. Mais les corrections, à mon sens, se feront à la marge. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'opposer une catégorie de combattants par rapport à une autre. Mais de rétablir... Je crois que, globalement, cette armée qui vient d'Afrique, qui débarque en Italie ou en Provence et qui participe à la libération du territoire national, est une armée qui a été constituée par des fantassins. Et ces fantassins sont tous allés au baroud. Ils ont tous subi des campagnes extrêmement dures et, au fond, si on peut parler de chair à canon, ils ont tous été de la chair à canon. Benjamin Stora. Oui, simplement sur ces chiffres, évidemment, qui ont été repris par Jean-Marie Le Pen. Je pense que la contestation peut venir du fait que peut-être l'armée n'a-t-elle pas comptabilisé l'ensemble des chiffres des soldats indigènes qui sont morts au combat, que tous les corps n'ont peut-être pas été rapatriés de la même manière, que tous les corps n'ont pas été enterrés de la même manière, parce que toutes ces questions-là sont des questions historiques extrêmement importantes et qu'on ne peut pas reprendre tels quels les chiffres officiels avancés en 1947. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors quels sont les chiffres que tu proposes? Oui, mais les chiffres que je propose, c'est bien sûr de tenir compte de cela, mais aussi de tenir compte de ce qui a été dit de l'autre côté de la Méditerranée. On ne va pas rentrer dans un débat d'historien, mais quand on avance, disons, une histoire qui est celle qui s'est écrite des deux côtés, c'est-à-dire y compris de l'autre côté de la Méditerranée, il faut aussi entendre les archives, les victimes, les familles, ceux qui ont combattu, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Marocains, les Sénégalais, les Algériens, etc., et leur demander, ne serait-ce que faire l'effort de leur demander, eux, les chiffres qui sont les leurs. Parce que, effectivement, comme on le rappelait tout à l'heure, ils viennent dans les ambassades, ils réclament auprès des consulats combien ils peuvent toucher sur leur pension. Et moi, j'aimerais bien savoir, à partir de là, combien de gens se manifestent en direction du secrétariat d'État aux anciens combattants. Et là, on serait surpris d'apprendre le chiffre du nombre de décès, de veufs et de veuves. Ce ne seront pas les mêmes chiffres qui seront avancés. Il faut entendre toujours les sources des deux côtés de la Méditerranée. Maurice Rive. Je voudrais faire une remarque de bon sens. À la première armée française, sur 8 divisions, il y avait 5 divisions africaines et maghrébines. Donc, il est évident que le nombre de tués de ces ethnies est supérieur à celui des Européens. Bah, évidemment. Daniel Lefebvre. Évidemment. Oui, d'abord, regardez de l'autre côté. Moi, je veux bien que... Bien sûr. Je veux bien qu'on regarde de l'autre côté, mais si on regarde du côté de l'Algérie pendant la guerre d'Algérie, par exemple, le chiffre officiel du côté algérien, c'est que la guerre d'Algérie a causé 1 million de morts. Non, mais... Alors que les historiens... Je veux dire...
quand même, quand on veut regarder, on regarde, je constate que si je prends les chiffres officiels sur la guerre d'Algérie, on a 1 million de morts. On sait parfaitement qu'il n'y a pas eu 1 million de morts, mais plutôt autour de 300 000 morts du côté algérien pendant la guerre d'Algérie. Les chiffres que je donne sont ceux qui relèvent d'études officielles. Alors, on me dit, les ensevelissements n'ont peut-être pas été faits, les statistiques ne sont pas bonnes. D'abord, je constate, et le film le montre, que l'armée a toujours manifesté le plus scrupuleux respect pour les victimes musulmanes ou indigènes. Oui. Les ensevelissements se sont faits selon les rites musulmans, on le voit dans des linceuls et pas dans des cercueils, des tombes orientées vers la Mecque, une stèle qui a été demandée avant la Première Guerre mondiale au grand peintre converti à l'islam Dinet, et l'armée n'a jamais cherché à cacher le nombre de... Et donc, le relevé s'est fait le plus honnêtement possible. En revanche... Qu'il y ait des erreurs, je veux bien, je ne pense pas que les erreurs changent fondamentalement le rapport entre mobilisés et tués. Je ne pense pas qu'il y ait eu moins de soldats indigènes que d'Européens tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Franchement, en revanche, alors il s'est passé à l'hiver 44-45 un phénomène qu'on a appelé à ce moment-là le blanchiment des troupes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors c'est peut-être effectivement un facteur d'explication, mais effectivement il y a eu blanchiment des troupes à l'hiver 44-45. C'est-à-dire au moment de l'entrée en Allemagne, il y a eu la relève pour aller très vite. Dans les Vosges, la relève s'est faite dans les Vosges en décembre, au début du mois de décembre. Blanchiment des troupes, comme blanchiment des troupes au moment de la libération de Paris. Il y avait le souvenir de la Première Guerre mondiale, de l'occupation d'une partie de l'Allemagne par les Noirs et par les troupes noires, et il y avait eu une propagande allemande très violente sur cette question-là, de sorte que lorsque effectivement ces troupes coloniales devaient rentrer en Allemagne, il y a eu entre guillemets le blanchiment des troupes, ce qu'on a appelé entre guillemets la relève, pour éviter une humiliation supérieure. C'est ça que vous nous dites. Il y a eu ça, il y avait aussi l'épuisement des hommes qui avaient énormément combattu. C'est un aspect très important. Je veux dire que ces hommes avaient fait quand même la campagne de Tunisie, la campagne d'Italie, la campagne de France, et le film le montre très bien d'ailleurs, pratiquement sans permission. Il n'y avait pas eu de relève. Il y avait aussi un autre facteur, c'est le facteur climatique, tout simplement. L'hiver 44-45 a été extrêmement rude, et les troupes venues d'Afrique subsaharienne supportaient difficilement les conditions du combat. Cela dit, Maurice Rive, est-ce que le très haut commandement, franchement, considérait de la même façon, et notamment le général de Gaulle, de la même façon les soldats blancs et les soldats indigènes? Jusqu'à une certaine date, oui. Par exemple, après Bir Hakeim, Hitler dit de fusiller les prisonniers africains. Le général de Gaulle répond, si vous fusillez un soldat français, j'insiste sur le terme français africain, je ferai fusiller 10 Allemands prisonniers. À cette époque, ils étaient français. Après, ça est décrescendo. Et on va voir comment ce débat va se poursuivre et notamment à quel moment ces pensions vont être alignées sur les pensions des soldats français. On sait que ce sera difficile de l'inscrire dans le budget 2007, voire impossible. Donc ce sera sans doute reporté après l'élection présidentielle, autrement dit au calende grec. On va présenter un petit peu tous les documents qui nous ont servi à préparer cette émission. Le dossier Historia indigène, la campagne de France des soldats oubliés. Également ce livre de Charles Onana, Noir, Blanc, Beurre, 40-45, libérateur de la France, voilà, aux éditions du Boiris. Également La force noire, gloire et infortune d'une légende coloniale. Et puis je rappelle donc les livres de deux de nos invités du jour. D'abord Benjamin Stora, Les 3 exils juifs d'Algérie, c'est son tout dernier livre qui vient de sortir, Benjamin, c'est ça? Aux éditions Stock. Aux éditions Stock. Également pour en finir avec La repentance coloniale, signé Daniel Lefebvre. Aux éditions Flammarion, merci beaucoup pour être venu sur ce plateau. Merci à tous les 4. Question d'actu revient demain. On parlera de la circulation à Paris. Vaste sujet.